Voilà. Alors, cette deuxième conférence, cette deuxième table ronde, elle parlera donc des métiers de bouche. Je vous laisse vous présenter. On commence par vous, Pascal Barbé. Alors bonjour, je m'appelle Pascal Barbé, je tiens une entreprise qui s'appelle Barbé Traiteur à Alençon, au 21 Grande Rue, en face cinéma pour ceux qui connaissent. Nous sommes charcutiers traiteurs, donc nous fabriquons de la charcuterie et nous faisons du traiteur extérieur et au magasin. Voilà. Vous avez un site internet ? Nous avons un site internet, barbe-traiteur.com. Je suis sûr qu'on va l'avoir sur l'écran. Regardez. C'est magnifique. Voilà, c'est bon. Donc on fait des réceptions de 10 à 500 personnes et des plateaux repas, des cocktails, des buffets, des repas de mariage, des repas d'entreprise et tout ce qui est charcuterie au magasin. Vous êtes combien à travailler ? Nous sommes 4. 4 sans compter les extras qu'on embauche relativement très souvent pour les cocktails extérieurs et les réceptions extérieures. En regardant un peu votre site, j'ai vu 270 mariages en 2013. À l'heure actuelle, on est à 320 mariages. D'accord. Voilà, depuis 2004. 1er mars 2004. D'accord. Pas mal quand même. Ça en fait des couples. Alors, Christophe Mercier, vous êtes présent sur scène, en tenue, puisque vous étiez également, il y a quelques instants encore, sur un stand, le stand du 3IFA. Tout à fait. Je vous laisse vous présenter, expliquer qui vous êtes et ce que vous avez fait sur le stand, et ce que vous faites toute l'année finalement. Alors moi je m'appelle Mercier Christophe, donc je suis apprenti au 3IFA en formation adulte. Et donc sur le stand, je présente le métier de boucher, qui est totalement différent du métier de monsieur qui est traiteur. Charcutier traiteur, j'insiste. Alors on va tout de suite préciser les différences, comme ça ce sera réglé, parce que souvent boucher, charcutier, ça n'a pas l'air très très différent. Quelle est la spécificité du charcutier d'une part, du traiteur d'autre part, et puis après de la boucherie? Le charcutier, la viande qu'il utilise le plus, c'est le cochon. Tout ce qui est plat cuisiné, qualité, maintenant pâtisserie, salé bien sûr. Et le boucher, je vais laisser à l'apprenti, monsieur Mercier, expliquer ce que c'est la boucherie. Donc nous en boucherie, nous ne travaillons qu'avec de la viande crue. Donc tout ce qui est bœuf, agneau, veau, et de temps en temps aussi un peu de cochon aussi. Voilà. Alors, vos différents parcours, vos CV finalement, avant de devenir apprenti boucher, avant de devenir traiteur, quelle a été votre vie? Comment ça s'est passé? Alors moi j'ai commencé à l'âge de 14 ans. À l'époque on faisait un pré-apprentissage, donc il y a 30 ans déjà. Donc j'ai commencé par un pré-apprentissage en charcuterie traiteur. J'étais sur Paris. 2 ans, ensuite 2 ans comme apprenti, dans une autre maison aussi, forcément, tous les 2 ans j'ai changé. Et là j'ai passé un CAP de charcuterie traiteur en 87, ça doit être ça. Ouais, ça doit être en 87, je sais plus. À l'époque on était 250 à passer le CAP. C'est pour vous dire qu'il y avait quand même du monde. Il y avait du monde et j'étais arrivé 15e sur 250. Donc c'était pas trop mal. À la suite de ça, j'ai bourlingué un petit peu, j'ai été faire pas mal d'entreprises, du traiteur, de la charcuterie, j'ai fait un petit peu de boucherie pour apprendre les différents morceaux de bœuf, de veau, d'agneau. J'ai fait un peu de volaille aussi pour apprendre aussi tout ça. Et il y a 10 ans, donc j'ai décidé de m'installer à Alençon, revenir dans ma ville natale. Et je me suis installé le 1er mars 2004. Voilà. Christophe Mercier, vous, votre parcours? Donc moi, j'ai commencé par faire un BEP paysagiste, qui n'a absolument rien à voir. C'est pas la même tenue, il y a aussi un... C'est pas le même costume, pas du tout. Et ensuite, ne trouvant pas de travail sur Flers, parce que je suis de Flers, aimant énormément cuisiner, je me suis dit pourquoi pas, le métier de boucher. Alors, on fait une toute petite pause. Si vous voulez rentrer, n'hésitez pas, vous rentrez. Du coup, on vous attend. Donc, ou vous rentrez, ou vous rentrez pas, mais vous nous dites. Très bien. Alors, à plus tard. Elle aussi, finalement. Sous les applaudissements du public, bien sûr. Excusez-nous, on a commencé un peu plus tôt.
Alors, on est bien sûr sur une table ronde métier de bouche. Là, on a deux métiers qui sont liés à la viande en général. Alors, traiteur, il n'y a pas que viande évidemment, mais beaucoup finalement. On utilise de la viande, parce que de toute façon, pour faire un plat de résistance, il lui faut de la viande ou du poisson, forcément. Mais on utilise quand même beaucoup de viande, oui. Ouais. Alors, les métiers de bouche, évidemment pas que les métiers liés à la viande. Il y a aussi tout ce qui est boulangerie, tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est poissonnerie. Par contre, on a constaté en préparant Success qu'il était difficile d'arriver à pouvoir avoir des gens qui viennent dans ces métiers-là. Pour quelle raison? Pour la raison toute simple, a priori, vous allez me contredire si je dis des bêtises, mais c'est que quand on a son commerce, que parfois on est tout seul ou juste à deux, que c'est le jour de marché, etc., eh bien, fermer sa boutique une journée ou une demi-journée, c'est clairement du chiffre d'affaires qui perd, et donc c'est du salaire en moins, etc. Donc, c'est pas facile de pouvoir dire, je prends du temps pour pouvoir venir expliquer mon métier à des jeunes. Donc, d'une part, voilà, c'est ce qui explique qu'on n'est pas beaucoup plus de corps de métier. On est aussi vraiment ravis que vous soyez là, et on vous remercie d'avoir pris le temps d'être présent aussi. Parce qu'effectivement, c'est pas simple. Disons que quand on a une boutique et qu'on n'est pas nombreux à travailler dans la boutique, mon cas ça va, on est 3 derrière et puis j'ai une vendeuse, donc je peux m'absenter un peu de temps en temps, mais dans le cas où il y aurait eu beaucoup de traiteurs aujourd'hui, où on aurait fait ça vendredi ou samedi, j'aurais refusé l'invitation. Pour les simples et bonnes raisons, c'est que le week-end, on a énormément de traiteurs et on ne peut pas se permettre de partir d'entreprise, quoi. Et c'est vrai que si on part d'entreprise ou si on ferme le magasin, c'est une perte d'argent. En tant qu'apprenti, vous êtes chez un patron, j'imagine également? Oui, exact, oui. Ça se passe comment? C'est 3 semaines par mois, c'est ça? Ah non, pas en formation adulte. Pas en formation adulte. Alors ça se passe comment du coup, formation adulte? En formation adulte, c'est 2 semaines au 3IFA et 1 semaine chez le patron. Et du coup, le diplôme se passe en combien de temps? En 1 an ou en 2 ans? Non, en 1 an, voilà ça. Même un peu moins. Donc il y a bien, sur l'apprentissage, vous voyez qu'il y a bien 2 choses. Il y a l'apprentissage en formation classique, donc quand on est adolescent, voilà, quand on est dans le parcours scolaire. Et puis on peut aussi prendre un apprentissage quand on est en formation adulte. Vous en êtes l'exemple même du coup. Tout à fait. Rien n'est impossible. Et alors, quel est l'intérêt justement de repartir sur un apprentissage comme ça? Est-ce que c'est facile déjà de retourner sur les bancs de l'école, de se remettre en question, de se remettre en position d'être le commis finalement, celui qui reçoit les ordres de la part parfois du supérieur, du patron, etc. Non, c'est pas toujours évident, surtout au CFA avec les jeunes. Au départ, il faut s'adapter aussi à eux. Hein. On n'est pas là pour les embêter, on est là pour apprendre. L'entreprise, ça se passe très bien. Les patrons, généralement, on n'a pas 16 ans, moi j'ai 35 ans, donc ils nous traitent comme une personne normale. Cette maturité, du coup, c'est un atout aussi pour eux. C'est-à-dire qu'il y a une question de confiance qui est peut-être plus facile et de sérieux qui est peut-être plus grande que chez un adolescent éventuellement. Tout à fait, oui. Ils nous laissent faire beaucoup plus de choses facilement. Notre expérience et notre maturité, oui, exactement. Est-ce qu'on a reçu des questions par SMS? Oui, tout plein. Alors Marjorie va prendre le micro et va nous lire 1 ou 2 questions par SMS qu'elle a reçues, puisque moi j'ai les retours en vidéo, mais enfin voilà, vous pouvez me le confirmer, on ne voit pas grand-chose au niveau des textes. J'ai beau avoir une bonne vue, là c'est compliqué pour moi. Marjorie, qu'est-ce qu'il y a comme question? Alors, une première, est-ce que le métier de traiteur marche bien en ce moment? Voilà. Ah oui, ça marche, oui. Non, il ne faut pas avoir peur, il faut aller démarcher les clients. Déjà, ça c'est une chose, parce que maintenant, par rapport à une époque, chaque traiteur n'avait pas besoin de démarcher, tout partait du magasin, et c'était facile, quelque part. Entre guillemets, c'était facile. À l'heure actuelle, il y a de moins en moins de traiteurs, de vrais traiteurs, chaque traiteur. La preuve, sur Alençon, on n'est plus que 3 charcutiers. Dans le temps, il y en avait 10. C'est pour vous dire. Donc oui, il y a une demande. Il faut être courageux, il faut aller chercher le client, et puis se débrouiller un peu par soi-même pour faire ses tarifs, prendre des entreprises qui sont compétentes pour faire des tarifs qui sont très très bien, mais ça coûte cher. Donc il faut prendre son temps, le soir après le boulot, le week-end, faire cette vie. Non, il y a du boulot. C'est combien de temps justement de travail par semaine? On sait que dans l'artisanat, en général, on n'est pas exactement aux 35 heures. Il ne faut pas compter. Si vous commencez à compter vos horaires, c'est pas la peine de faire ce métier-là. On est d'accord? Donc c'est un métier qu'on aime forcément, puisque quand on compte pas ses heures comme ça, c'est qu'on est content de faire ce qu'on fait, on le fait avec... c'est un métier de passion.
un métier de passion. Il faut aimer ce qu'on fait. Que ce soit dans la boucherie, je sais qu'ils font de très belles choses avec des pièces de bœuf, des pièces d'agneau, des présentations, ça prend du temps sur un gigot, présenter un gigot d'agneau avec ses petites fleurs expliquer. En barbe, voilà, fil de ficelage, on désosser les os, ça prend du temps, mais l'application à voir. Le boucher, vous avez la carcasse qui arrive, alors elle est vidée, j'imagine. Oui. Mais vous avez le morceau entier et après c'est à vous de tout tailler, tout désosser avec l'objectif qui est sans doute de ne pas perdre non plus de viande. Non, maintenant c'est un peu plus simple que ça. La viande arrive directement au quartier. On n'arrive plus, on n'a plus la demi-bête qui arrive directement, c'est carrément au quartier. Donc c'est en 5 quartiers, on a l'avant, l'arrière, les côtes, puis ainsi de suite. Donc vous avez des pièces un peu moins lourdes, donc ça fait moins forcé. Mais ça reste quand même assez physique. Quand même. Ça reste physique, et puis j'imagine que quand vous avez donc ces pièces qui arrivent, dessus, voilà, il y a plusieurs morceaux évidemment à découper. Tout à fait. Et il ne faut pas le faire n'importe comment. Ah, maintenant il faut savoir où placer le couteau, comment tailler la viande. Il y a 2-3 petits trucs techniques quand même à savoir, importants, très importants. Quel est le plaisir du boucher? C'est de savoir que la viande qui va être mangée est de bonne qualité, va être goûteuse. Est-ce que c'est de présenter en vitrine un produit, voilà, une entrecôte, un rôti, un gigot qui est bien fait, qui est beau à voir, qui est bien ficelé? Quel est justement cet attrait-là, ce plaisir-là? Les deux. Il y en a plusieurs, j'imagine. Oui, déjà ces deux-là, de donner du plaisir au consommateur, du plaisir à savoir que la personne va être contente de manger cette viande. Et oui, voir la qualité de viande aussi, travailler des belles bêtes, c'est toujours un plaisir. On a d'autres questions qui sont arrivées par SMS? Alors oui, ça fuse là. On a beaucoup. Ce qui revient le plus souvent, c'est sur les salaires, s'ils sont élevés, s'ils sont bas. Des petites précisions sur ce sujet, je pense que ça pourrait être pas mal. Et aussi, si c'est un métier dur, difficile à faire, et surtout à quel âge on peut commencer à le faire. Voilà. Alors, on commence par la question qui fâche toujours. Alors, c'est les salaires. Les salaires, on peut vivre correctement de ce métier-là. Quand vous commencez le métier, il ne faut pas rêver, vous n'aurez pas des milliers des cents. Ça reste au SMIC, plus les petites primes d'heures supplémentaires et les primes de traiteur que vous pouvez avoir, parce que quand vous partez la nuit faire un traiteur, vous avez des primes. Il faut avoir de l'expérience, donc faire son expérience, avoir une expérience bien précise. Vous ne pouvez pas vous dire au bout d'un CAP, au bout de 2 ans, que vous savez travailler, ça c'est faux. À l'heure actuelle, au bout de 2 ans, on ne sait pas travailler. Il faut, excusez-moi de vous déranger. Sur une échelle, ça veut dire qu'après un CAP, en gros, le salaire moyen, c'est un peu plus que le SMIC. C'est un petit peu plus que le SMIC, oui. C'est-à-dire que le SMIC, on est à 1100, donc on va de 1100, là ça va être 1300. 300. Quelqu'un qui a un peu d'expérience, qui travaille en tant que traiteur depuis 4, 5, 7, 8 ans peut-être, on est sur quelle fourchette de salaire? Il va être entre 1500 et 2000. Et ensuite, quand on a sa propre entreprise, là c'est beaucoup plus compliqué puisque le salaire dépend de la réussite. Finalement. Là c'est différent, parce que quand vous avez payé vos charges aux salariés, ce qui est le plus important, il faut payer ses salariés en premier, ses charges en premier. Après, il vous reste ce qu'il vous reste. C'est-à-dire qu'il vous en reste pour vivre correctement. Mais il ne faut pas non plus compter. C'est un métier de passion, donc on ne compte pas l'argent. C'est vraiment, on fait ça avec passion, on fait ça pour donner du plaisir aux gens, donner du plaisir aux papilles. Si on fait ça que pour gagner de l'argent, il faut jouer au loto. Boucher, on est sur les mêmes ordres de grandeur au niveau des salaires? Oui, exact. Ouais. Au début, c'est un peu plus que le SMIC. Après, au fur et à mesure d'expérience, voilà. Donc, ceux qui gagnent plus sont ceux qui ont d'autres diplômes. Par exemple, il y a des bouchers qui peuvent passer le diplôme de charcutier. Là, un peu plus au départ. Après, c'est chef de rayon, tout ça. Alors, parfois, on a quelques reportages à la télé sur des grands bouchers parisiens ou des grands traiteurs parisiens qui choisissent vraiment leurs employés et du coup avec des salaires qui sont souvent au-dessus du salaire, on va dire, classique.
Ça concerne quand même que très très peu de personnes, ce genre de... Alors, pour avoir travaillé à Paris, c'est sûr que les salaires qui sont à Paris sont plus élevés que dans Londres, ça c'est clair. Les loyers aussi. Donc, si vous avez un salaire de 3 000 € et un loyer de 1 200 €, forcément, vous faites le calcul, le prorata, vous allez voir ce qui va vous rester. Si vous avez un salaire ici dans l'ordre de 1 500 € et vous avez qu'un loyer de 1 300 €, vous faites le prorata, vous serez plus riche dans l'ordre que sur Paris. Parce que après il faut les parkings, il faut la voiture pour se déplacer, le métro, le bus. J'ai fait 20 ans, je sais ce que c'est. À Paris, certes, on voit des reportages, des gens que je connais très bien aussi, qui ont des grosses boucheries ou des gros traiteurs qui fonctionnent vraiment très très bien. Bon, il n'y a pas la même population, il y a une grosse population qui est là. Sur l'Orne, je dis et je redis, on gagne bien sa vie si on travaille correctement, si on va chercher nos clients, si on fait des choses fraîches, si on fait une vraie charcuterie, un vrai traiteur, et on y arrive. Très bien. Vos produits, justement, en général, est-ce qu'ils viennent de la région, du département, ou est-ce que voilà, c'est vraiment des produits qui viennent de plus loin, voilà, avoir de Rungis ou choses comme ça, ou est-ce que vous arrivez à vous fournir directement sur des circuits courts, c'est-à-dire en local? Moi, je sais qu'au niveau viande, au niveau boucherie, nous, c'est la viande française, ça c'est sûr à 100%. Après, au niveau des régions, non, c'est pas forcément blanc. Ça dépend de la race aussi, j'imagine. Aussi. D'accord. Et vu qu'on s'adresse à des grossistes, ils se fournissent dans les départements aux alentours. Oui, c'est pareil pour nous, c'est du produit français, ça c'est sûr, pratiquement. Ensuite, on ne peut pas avoir tout dans l'ordre. Par exemple, du foie gras d'oie ou de canard, on n'en a pas dans l'ordre. Donc ça, on ne peut pas en avoir dans l'ordre. Donc forcément, ça vient forcément des régions qui en fabriquent, enfin qui en font, quoi. Bien sûr. Alors, on avait la question sur l'âge. Démarrer un apprentissage, c'est à partir de... Après la troisième. Après la troisième. Voilà. Donc, à partir de 14-15 ans 16 ans. 15-16 ans. 15-16 plutôt, avec 15-16 ans. Question SMS. Alors, question SMS. Donc, combien d'heures travaille un traiteur et un boucher par jour? Alors, on a répondu tout à l'heure. Je vous rappelle la réponse. À par jour. Par jour. Alors, le magasin ouvre à 8h, il ferme à 13h30, il réouvre à 15h30, il ferme à 20h. En l'occurrence, chez moi, le personnel ne travaille pas l'après-midi, à part la vendeuse. Mais la vendeuse, c'est ma femme, donc c'est pas pareil. Et le patron, c'est moi. Donc, un salarié va faire chez moi 38 heures par semaine, hors traiteur. C'est-à-dire que si on a quelques commandes, de grosses commandes, la commande, c'est le client en premier. Donc, on termine quand ça doit être terminé. Donc il n'y a pas forcément des horaires, on va dire, classiques. S'il y a une commande et s'il y a un impératif, on peut effectivement travailler plus que ce qui était prévu pour arriver à boucler le... C'est du commerce, c'est du service. Donc si un client vient à 19h pour un repas de 10 personnes, ben on le fait. Voilà. Et sur un mariage, les mariages ont rarement lieu entre 9h et 11h. Le repas, c'est plutôt... Malheureusement, non. Et ça finit en général assez tard. Ça finit vers 4-5h du matin. Voilà. Donc un mariage, ça démarre quoi? Ça démarre à 14h l'après-midi 15h l'après-midi, et là on a le temps quand même de mettre en place. Donc il y a toute étape à mettre en place. Il y a le repas, il faut qu'on mange aussi. Puis on arrive à s'amuser aussi, il ne faut pas croire. Il y a des très bons DJ qui animent les salles, donc on arrive à danser en cuisine. Donc ça peut être sympa. Et la fin, voilà, retour dodo, 3-4 heures du matin. Avant la fin, on nous paye toujours une coupe de champagne, donc c'est très sympa aussi, et puis après dodo. Voilà, mais donc ça fait des journées qui ne sont pas forcément toutes les mêmes, et parfois avec des journées qui peuvent être longues. En boucherie, c'est peut-être un peu moins le cas, on est peut-être un peu plus sur des horaires classiques, mais au niveau des horaires, est-ce qu'on travaille plutôt le matin, le soir, l'après-midi? Alors, ça se passe? Moi, je vois dans mon cas, donc, en formation, on est à 35 heures. Donc, les apprentis n'ont pas le droit de faire plus. Après, il y a quelques périodes dans l'année où on peut s'arranger pour genre Noël ou Nouvel An, à Pâques, qui va bientôt arriver. Voilà. Et sinon, nous, je vois que l'après-midi, on va être complet l'après-midi. On fait 7h midi le matin et on fait 17h, 19h30 l'après-midi. Après, au niveau, quand on est à son compte, moi, mes patrons, c'est 7h, 13h le matin et 15h, 19h30 l'après-midi. Donc ça reste des horaires. Ça reste des gros volumes.
Alors, vous avez parlé de mariage, donc j'ai eu une petite question SMS vous demandant combien vous prendriez pour un mariage. Donc... Oh là, qui c'est qui va se marier déjà? Alors ça, vous avez passé du coup... Ils sont un peu jeunes pour se marier quand même. Vous descendez après, vous allez voir Monsieur Barbet après pour les... Oui, je vous ferai un tarif spécial pour les jeunes, parce que là, ça va faire... Un mariage, ça tourne entre, avec service compris, ça peut tourner entre 37 et 45 euros par personne. Voilà. Alors, si un mariage en moyenne, on est sur une centaine d'invités? Oui, en moyenne. Minimum? Enfin, ouais, à peu près. Ouais, c'est une petite moyenne. Une petite moyenne. Donc, le prix le plus bas, 35 € multiplié par 100. Je vous laisse faire le calcul. Bien! On a des forts en maths. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées? Alors, oui. Est-il vraiment nécessaire d'avoir des diplômes pour faire vos deux métiers? Oui. Déjà, pour ouvrir un commerce, il faut avoir un diplôme. Oui, il faut un diplôme, il faut, même si on passe le CAP, il faut une certaine expérience, il me semble, pour ouvrir un magasin. Donc je crois que c'est 5 ans, si je ne me trompe pas. Ça doit être 5 ans d'expérience dans le métier pour ouvrir un magasin. Si vous avez un CAP, une mention traiteur ou un bail pro, là vous pouvez vous installer après. Mais je conseille à tous les jeunes de au moins faire 10 ans d'expérience. C'est très important. Dans tous ces métiers de bouche, là on parle effectivement en particulier de charcutier traiteur et de boucher, mais c'est pareil, boulanger ça s'improvise pas, pâtissier ça s'improvise pas, ce sont quand même des métiers qui sont extrêmement techniques avec, en plus je pense en particulier en France, il y a une longue expérience liée à tout ce qui est cuisine, préparation. Voilà, on ne peut pas s'improviser boucher, charcutier ou boulanger du jour au lendemain, il faut évidemment au moins passer un CAP et peut-être passer d'autres diplômes également. Quel diplôme justement pourrait conseiller ça? La base, on est d'accord, CAP, BEP, qu'est-ce qu'il y a derrière qui peut être pertinent? Bac, BTS. Bac, BTS. Il y a un BTS boucherie directement qui existe ou c'est quelque chose de plus spécialisé? Non, après c'est plus spécialisé, nous c'est CAP et BP. BP ça remplace le BEP et le BP et Bac Pro, oui, exact. Et à partir du BP et du Bac Pro, ce sera plus des questions de gestion, économie, droit juridique, tout ça. Et effectivement, pour ouvrir un commerce, un magasin, il vaut mieux être solide au niveau de tout ce qui est les droits, au niveau de tout ce qui est la gestion, la comptabilité, ces choses-là, pour ne pas faire n'importe quoi et pouvoir s'en sortir. Tout à fait, oui. Donc pour la boucherie, un CAP suffit, mais il vaut mieux avoir quand même un BP. C'est conseillé. Est-ce qu'il y a d'autres questions, j'imagine? La petite dernière, oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire boucher ou traiteur? La bouffe. J'adore ça. Tout pareil. Il n'y a rien de mieux dans la vie. Voilà, vous avez vos réponses. Et les paysagistes, c'était quoi? Vous m'aurez répondu des fleurs, il n'y a rien de mieux dans la vie. Être au grand air. Être au grand air. Donc vous, l'idéal finalement, c'est de pouvoir découper de la viande dehors. Ouais, voilà. C'est le cadre de vie parfait. Au Moyen-Âge, pareil. L'Orne, pourquoi être venu ou rester dans l'Orne? Qu'est-ce qu'il y a comme atout à ce département? Et voilà, effectivement, est-ce qu'il y a des bonnes formations dans le département? Est-ce qu'on peut s'installer aujourd'hui, trouver de l'emploi en tant que charcutier ou traiteur ou en tant que boucher? Ouais, je dirais que par mon expérience, je vois sur Flair, c'est plutôt moyen au niveau du travail. Donc, mais bon, il y a de moins en moins de boucheries, finalement, j'ai l'impression. Comment? Il y a de moins en moins de boucheries, j'ai l'impression. Et charcutiers encore moins. Ouais. Ça disparaît de plus en plus. Pourquoi? Parce que les gens mangent moins de viande, parce qu'ils achètent de la viande plutôt en supermarché? Et ouais, ils préfèrent aller dans les grandes surfaces, pour eux c'est moins cher, et ici c'est la même qualité qu'en boucherie, ce qu'il faut. Alors, charcutier, c'est pourquoi effectivement c'est de la même qualité? Déjà, c'est charcutier, c'est fait maison. Voilà. Les boucheries, on sélectionne des bêtes, quoi. On va pas prendre n'importe quoi. C'est-à-dire que si on prend une grande surface qui a un coin boucherie avec un vrai boucher, malheureusement, a priori, la viande est peut-être moins chère, mais c'est aussi parce que les bêtes sont peut-être un peu moins bonne qualité. Tout à fait, ouais. D'accord. Et puis, c'est pas forcément de la viande française. D'accord.
Donc finalement c'est un vrai luxe aujourd'hui de pouvoir aller en boucherie, s'acheter... Mais c'est pas beaucoup plus cher en boucherie qu'en grande surface. Hein. D'accord. Non, c'est carrément des fausses idées. Vous regardez le prix du jambon blanc, par exemple, en grande surface, si vous voulez l'acheter à la barquette, donc c'est très facile. Oui. Donc à la barquette, vous allez peut-être payer ça les 5 tranches, je sais pas, 10 €. Pour regarder le prix au kilo à la fin, il est plus cher que chez moi. Hein. Mais il n'est pas fait maison. Il y a un côté pratique peut-être, du coup, ou fainéantise qui est de on prend tout sur place et je me déplace pas chez les bouchers. Ah oui, tout à fait. Pour acheter des francs. Oui, tout à fait. C'est presque plus ça finalement, j'ai l'impression que. À l'heure actuelle, oui. Mais quand il y a des grandes occasions comme Pâques, Noël, on est surbooké parce qu'on est à plein la gueule, on est chez nous. On n'en peut plus, quoi. Il y a tellement de commandes, il y a tellement de gens au magasin, c'est qu'on est obligé d'embaucher jusqu'à 6-7 personnes, quoi. Comment faire la promotion justement de ces, alors je vais dire petites boucheries, petits charcutiers, c'est pas péjoratif au sens petit, c'est dans le sens commerce de proximité qui n'est pas le fourre-tout, on va acheter à la fois ses céréales, son pain, ses biscuits et son jambon et son pavé de bœuf. Comment est-ce qu'on peut promouvoir justement les boucheries? Justement, pour donner de bonnes occasions, faire par exemple du chou en boucherie, on utilise des bêtes de concours, on gagne des prix dans les concours. À Pâques, c'est pareil, avec les agneaux, très haut classés, quoi, de très bonne qualité. Ça permet aussi de faire rendre compte aux gens que les grandes surfaces, c'est pas... Et voilà, chez vous, on va trouver du coup des produits vraiment de qualité. C'est faire de la qualité et le bouche-oreille. Donc du moment où vous faites de la qualité, il y a le bouche-oreille qui fonctionne, c'est la meilleure publicité pour nous. Après, tout ce qu'il peut y avoir autre chose comme publicité, mais le bouche-oreille, si vous faites de la bonne qualité, je vais être vulgaire, si vous faites de la merde, vous n'aurez pas un bon bouche-oreille. Le téléphone arabe, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'on dit. Au niveau formation, vous êtes effectivement en formation. J'imagine que vous n'allez pas nous expliquer que la formation dans l'ordre au niveau boucher, c'est pas terrible, vous allez dire l'inverse, j'imagine. Mais quand bien même, effectivement, ça se passe plutôt bien, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut effectivement avoir des bonnes formations en boucherie ou en charcuterie traiteur dans le département? Oui, tout à fait. Moi, je vois au 3IFA, on est très bien formés. Surtout sur les espèces sanitaires, sur l'environnement, l'hygiène, et l'entreprise aussi, c'est pareil. Vous avez un stand, malheureusement j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'à votre stand pour voir ce que vous étiez en train d'y faire. Vous pouvez nous décrire rapidement pour que les jeunes puissent aussi venir vous voir et jeter un coup d'œil à ce que vous êtes en train de faire sur le stand? Alors, moi sur le stand, donc je suis au niveau de la boucherie, bien sûr. Donc je fais participer des jeunes, ceux qui veulent bien. D'ailleurs, il y en a eu quelques-uns dans la salle, je crois, il me semble bien. Qui a testé? Non, c'est pas dans ces groupes-là? Peut-être qu'ils sont timides. Je croyais qu'il y en avait. Donc au fistage de rôti, apprendre à fister un rôti. Et un peu de décoration à l'aide de la barde. Alors, qu'est-ce que c'est la barde? Alors la barde, c'est le gras du cochon qui se trouve sur le dos. C'est la partie blanche du coup qu'on voit qui entoure le rôti. Voilà, c'est ce qui sert à faire c'est ce qui est entre la viande et la couenne, donc la peau du cochon. Voilà. Donc du cuir d'ailleurs, parce qu'on en fait des blousons. D'ailleurs, moi j'apprends plein de choses du coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées par SMS ou par Twitter? Est-ce que dans la salle vous avez des questions? Vous pouvez aussi lever la main, on passe le micro, vous les posez comme ça, on y répond sans problème. Des questions, des idées? Alors sur la partie, j'ai une question pour le traiteur, sur la partie, quand il y a un mariage, il y a toujours un dessert, il y a aussi du sucré. Est-ce que vous faites un peu de sucré ou est-ce que c'est toujours un peu... Moi je suis partisan, chacun son métier. Donc quand je vais acheter ma viande chez le boucher, quand je vais acheter mes desserts pour mes clients, je vais chez le pâtissier. Et quand je vais acheter mon pain, je vais chez le boulanger. Et quand je vais acheter ma charcuterie, je la fabrique moi-même. Donc voilà. Donc chacun son métier. Après, vous travaillez avec peut-être des préférences? J'ai des préférences, j'ai mon pâtissier, j'ai mon boulanger, j'ai mon boucher, enfin mon abattoir. Ils sont à Nogent-le-Rotrou par exemple. Et je travaille avec ces gens. J'ai mes marchands de légumes, j'ai chacun son métier. Si on devait faire tout, ça voudrait dire que le matin, il faut que je sois au jardin pour faire mes tomates. L'après-midi, en train de tuer mon cochon ou mon bœuf. Et puis le soir, la nuit, je ferai ma pâtisserie. Non, c'est pas possible. Donc l'idée, c'est plutôt effectivement de faire son métier, de le faire bien et de laisser aux autres leur métier. Le fait de faire travailler en plus des collègues du métier de bouche,
Ça les fait aussi fonctionner. Comme moi, ils me font fonctionner. C'est-à-dire que s'ils veulent du jambon blanc, ils viennent l'acheter chez moi. S'ils veulent de la choucroute, ils viennent l'acheter chez moi. Voilà. S'ils veulent du foie gras, on en fait quand même 500 kilos par an, ils viennent l'acheter chez moi. On se rend l'appareil, quoi. Et vous arrivez à vous recommander entre vous, à vos clients, en disant bah, oui, là vous venez chez moi pour un mariage. Forcément, on peut recommander un pâtissier et un boulanger, ou 2 pâtissiers et 2 boulangers, mais pas tout le monde. Sachant qu'il y a beaucoup de monde déjà sur Alençon, je peux pas dire aller chez tous les pâtissiers, c'est pas possible. Forcément, vous avez forcément vos préférences. J'ai mes préférences, ouais. Des gens avec qui vous travaillez peut-être plus facilement. Et on travaille toute l'année. C'est plutôt une question de qualité de leurs produits uniquement, ou est-ce que c'est aussi quelquefois une question de relation, parce que vous savez que vous travaillez facilement et ça se passe bien? Non, c'est une question de qualité de produit. C'est le produit. Tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Vous avez faim? Est-ce que ça vous a intéressé ces témoignages? Ça vous a donné faim? Moi aussi. Si je peux ajouter une chose, c'est que l'apprentissage n'est pas une tare. C'est de faire un apprentissage, quitter l'école, le lycée à 16 ans, je crois que c'est le lycée à 16 ans. Quitter le lycée à 16 ans, c'est pas une tare, c'est au contraire, vous rentrez directement dans la vie active, vous faites un patron, l'école, et c'est des diplômes qui sont très bien. Alors, je veux dire, vous allez avoir un bac pro et vous ne serez pas plus mauvais que quelqu'un qui a eu son bac. Au contraire, vous aurez la même qualité d'intelligence et c'est bien l'apprentissage. Voilà. C'est quelque chose qui est en train de changer depuis quelques années. J'ai l'impression que c'est une bonne chose. J'espère que vous le ressentez aussi, vous, dans vos relations, dans les gens que vous côtoyez. Effectivement, on n'a plus ce côté il va aller faire un apprentissage. Enfin, c'est quand même des il y a 30 ans, c'était difficile. Il y a 30 ans, moi, quand j'ai quitté le lycée, en plus, j'ai quitté en 4e, donc quand mes petits copains m'ont dit tu vas en apprentissage, oui, là j'ai été banni, quoi. Maintenant, c'est plus qu'à l'apprentissage, c'est vraiment très bien. Il faut vraiment passer le pas et se dire c'est pas parce qu'on a un bac qu'on va réussir, ça c'est faux. Et puis il faut voir aussi la continuité, c'est-à-dire qu'on peut effectivement commencer par un CAP. La 3e c'était compliqué, marre de l'école, envie d'avoir un métier, des choses concrètes. On commence par un CAP, et puis il y a quand même pas mal d'apprentis qui continuent avec un bac pro, voire un BTS, voire plus derrière. Ah oui. Avec parfois des niveaux d'études qui sont impressionnants. Il y a certaines personnes qui ont fait des CAP, qui ont passé des mentions, qui ont fait un bac pro. À la suite de ça, ils se sont dit nous on va faire un CAP de charcutier ou un CAP de pâtissier, de boulanger, et puis ils font tout en même temps. Ils ont pris l'expérience, ça leur a peut-être pris 15 ans, mais ils ont travaillé pendant ce temps, ils ont gagné quand même leur vie, ils ont pu construire quelque chose dans leur vie, et au bout du compte, c'est très bien pour eux, parce que quand ils ouvrent une boutique, ils ont quand même pas mal de sacoches dans le dos, quoi, ils peuvent y aller, quoi. Et puis on apprend sur les bancs de l'école, mais je pense qu'on apprend autant, voire plus, quand on travaille au quotidien et qu'on forge son expérience au quotidien dans la boutique, avec les autres employés, avec le patron aussi. Tout à fait, il y a rien de mieux, de toute façon. C'est sur le tas qu'on apprend. Mais c'est souvent aussi peut-être le problème des études longues, parfois, c'est que tant qu'on reste à l'université, etc., on voit pas vraiment le vrai métier, c'est que quand on commence à faire des stages, à travailler, qu'on se rend compte de ce qu'est le métier, ce qu'est le monde de l'entreprise, etc. Donc l'apprentissage, c'est permettre d'acquérir de l'expérience tôt dans ce monde de l'entreprise, dans le métier finalement. Tout à fait. Merci beaucoup, je crois qu'on peut les applaudir.